Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second numéro de notre émission consacrée à la campagne municipale de 2020 à Besançon. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à un axe bien précis, une vie plus verte et plus durable. Nous sommes ce soir avec Ludovic Fagot. Ludovic Fagot, bonsoir. Donc vous l'aurez constaté ce soir, pas de problème devant puisque nous sommes installés à l'intérieur des locaux de cet bel espace de travail à 2 pas de la place du marché. Je vous rappelle que vous pouvez toujours interagir avec nous en direct pendant cette émission grâce au hashtag BNTV 2020. Allez, tout de suite, je vous présente nos invités. Ce soir, Guillaume Bailly sera avec nous, cadre technique en production végétale et colistier. Il nous expliquera les enjeux de ce secteur, de ses solutions pour nous guider dans notre mode de consommation. Avec nous également Hubert Cusnier, avec qui nous aborderons les solutions énergétiques pour nos bâtiments, comment consommer moins en gardant la même qualité de confort. Nous accueillons aussi Christophe Mignot, cofondateur du pôle des microtechniques et aussi du réseau Entreprendre en Franche-Comté. Avec lui, nous parlerons des solutions innovantes pour favoriser l'utilisation du vélo, notamment grâce à son projet d'autoroute cyclable. Tout au long de l'émission, Alexandra Fogli-Ournon nous accompagnera et nous dévoilera tout ce qu'il ne fallait surtout pas louper sur les réseaux sociaux et dans l'actualité locale. Alors tout de suite, Ludovic Fagot, notre tête de liste, vous allez nous accompagner tout au long de cette émission. Avant de démarrer cette émission, est-ce que vous auriez un petit mot pour démarrer ? Effectivement, ce soir, donc, on est sur une thématique autour d'une vie plus durable, d'une vie plus verte. Je crois qu'en 2050, on annonce quasiment 10 milliards d'êtres humains sur la planète. Donc il nous faut prendre vraiment notre part de responsabilité. Et 2050, c'est aussi la date de non-retour écologique du fait de l'évolution de l'impact du réchauffement climatique sur notre planète. Donc ici à Besançon, nous avons cette responsabilité, nous allons la prendre. Et je crois que nous refusons l'écologie punitive qu'on voudrait nous imposer. Nous sommes plutôt, nous, dans le développement d'une écologie constructive, pragmatique et positive. Et je crois que c'est un élément majeur, un axe majeur que nous portons avec l'équipe de Besançon maintenant. Et nous serons vraiment au cœur vraiment des faits. Cette crise sanitaire aussi nous a amenés à réfléchir nos modes de déplacement, nos modes aussi de consommation, mais aussi nos modes de travail, où on voit que le télétravail a pris de plus en plus sa part, et cette émission va vraiment y consacrer tout son temps. Et on y reviendra tout à l'heure dans l'émission, donc avec Guillaume Bailly notamment, mais tout de suite, c'est l'heure de notre séquence, les Byzantines et les Byzantins ont la parole. Avant de démarrer cette séquence, je vous laisse regarder le reportage que nous avons fait ensemble. Guillaume Bailly, nous avons rencontré Aline Beaulieu, Afranois, elle est agricultrice. Je vous laisse regarder, on revient juste après. Alors nous, sur l'historique de l'exploitation, on a toujours eu 2 modes de commercialisation. La vente directe par le magasin qui est sur l'exploitation et qui est ouvert 1 heure tous les jours. Et puis la vente en circuit très court, puisqu'on n'a pas d'interlocuteur intermédiaire avec les grandes surfaces. Je disais, c'est basé sur une bonne relation. La saisonnalité des légumes est respectée par les supermarchés. Ils savent que nous, on ne peut pas produire de la courgette ou de la salade toute l'année. Et dès que nos produits sont prêts au niveau de la commercialisation, il suffit d'un coup de téléphone quelques jours avant pour qu'ils basculent leurs achats de leur centrale d'achat à nous. Alors au niveau de l'exploitation, on a déjà approché un petit peu la chose par la plateforme AgriLocal qui est consacrée aux lycées et collèges et qui permet de faire une plateforme de regroupement entre l'offre et la demande par secteur et par type de produit. Et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas y répondre non pas par défaut de production mais par défaut de logistique. Et, de notre avis,
L'intermédiaire existe déjà. Il existe des plateformes logistiques de frais sur le Grand Besançon, SAPAM entre autres, qui pourraient très bien faire office de regroupement de producteurs locaux pour aller livrer ensuite les cantines scolaires. Un nombre important de restaurateurs ou de traiteurs qui se fournissent là-bas. Et je pense qu'ils auraient la logistique ou pourraient en tout cas la développer parce qu'ils ont la connaissance des producteurs qui les fournissent et de la technique tout simplement pour aller livrer, l'équipement en camion, les chauffeurs qu'on ne peut pas avoir sur une exploitation. Guillaume Bailly, bonsoir. Alors vous avez été pendant 15 ans, vous aussi agriculteur. Aujourd'hui, vous êtes cadre technique en production végétale. Tout d'abord, ma première question, comment avez-vous vécu cette sortie du confinement ? Bien, bonsoir, bonsoir Ilyes. La sortie du confinement, pour quelqu'un qui travaille dans le végétal, en fait, c'est un peu comme si le confinement n'avait pas eu lieu, puisque la nature, je pense que tout le monde a pu le constater, la nature ne s'est pas arrêtée. Donc j'ai été mobilisé 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24, pas tout à fait quand même. Donc voilà, d'un point de vue un peu plus personnel, c'est quand même une certaine liberté retrouvée, et aussi on a pu apprécier depuis hier d'aller déguster des bonnes bières fraîches sur les terrasses byzantines. Évidemment, hein, depuis hier, les terrasses byzantines sont ouvertes. D'ailleurs, on salue tous nos commerçants byzantins qui ont ouvert leurs terrasses depuis hier. Moi, j'avais une question à vous poser, Guillaume Bailly. Aujourd'hui, quels sont les enjeux pour consommer local ? On vient d'entendre Aline Beaulieu. Quels sont les enjeux ? Oui, alors moi, j'ai identifié principalement 3 enjeux dans les filières de consommation locale. Le premier enjeu, c'est un enjeu purement économique, parce que consommer local, c'est d'abord payer des produits moins chers, et c'est aussi l'assurance pour le producteur d'avoir une bonne rémunération. Donc, premier enjeu économique. Deuxième enjeu, et c'est aussi le thème de la soirée, c'est un enjeu environnemental. Environnemental parce que circuit court, voire même circuit très court. Donc, au final, c'est un bilan carbone sur le produit fini qui est bien meilleur. Et un troisième enjeu qui a son importance aussi, et on l'a vu aussi dans le confinement, c'est un enjeu sociétal. Un enjeu sociétal parce que consommer local, ça crée de l'emploi, et ça crée de l'emploi non délocalisable. Ça, c'est important aussi de le dire. Ça crée du lien, et surtout, c'est des bons produits, et c'est très bon pour la santé. Une réaction à cela, Ludovic Fagot ? On voit en tout cas que l'équipe Besançon Maintenant est composée d'experts. C'est ça aussi comme ça que j'ai voulu vraiment apporter cet élan de fraîcheur donc à la ville et à l'équipe de Besançon Maintenant. Mais on le voit bien, et Guillaume Bailly vient de l'énoncer, il y a quand même aussi aujourd'hui une problématique cornélienne à tout cela. C'est comment d'un côté nourrir l'humanité et tout à la fois en sauvant la planète. Et donc on a vraiment cette équation sur laquelle il faut vraiment agir, entre d'un côté l'environnemental et de l'autre côté la démographie. Et c'est pour cela que dans le projet Besançon Maintenant, nous allons prendre vraiment notre part par rapport à tout cela. Mais je crois que Guillaume a des éléments vraiment à nous développer, et il nous apporte vraiment cet élément d'expert qui est incontournable aujourd'hui au développement d'une vie plus verte, d'une vie plus durable pour Besançon. Oui, en tant qu'expert, Guillaume Bailly, constatez-vous des changements de consommation, que ce soit depuis la fin de ce confinement ou même avant ? Alors oui, bien sûr, merci pour le mot expert. je prends pour moi. Non, évidemment, oui, des changements de consommation, on a pu le voir. Effectivement, moi, à titre d'exemple, j'ai des collègues producteurs, transformateurs, qui ont doublé leur clientèle sur les 2 mois de confinement. Donc, on a vu vraiment un engouement pour les produits locaux. Alors, certaines opportunités se sont créées donc, durant cette crise, hein, notamment la vente directe, on le disait tout à l'heure. Est-ce que ça peut être une solution pour les agriculteurs en difficulté ? Bien sûr, alors on le sait. Tout d'abord, j'aimerais rappeler aussi aux internautes qui nous regardent, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde agricole, il y a 2 types d'agriculture. Il y a une agriculture dite globalisée.
Donc c'est une agriculture qui évolue sur des marchés européens, des marchés internationaux, voilà, comme les productions céréalières, les productions laitières dites standardisées. Et puis, il y a d'un autre côté un autre type d'agriculture qui est, elle, plus localisée. Donc on est sur des marchés local. Hein, c'est ce dont on parle actuellement, c'est là-dessus que la ville a un impact. Actuellement, et c'est aussi des marchés où on va chercher de la valeur ajoutée. Donc évidemment, ça peut créer des opportunités pour des exploitations qui se retrouvent un peu en difficulté voilà, sur des productions dites un peu plus standardisées, quoi. Et l'engouement qu'il y a eu par rapport à ça peut créer des opportunités sur les exploitations, inévitablement. Je crois qu'on a une petite question sur les réseaux sociaux. Alexandra Fogli-Ournon. Yes, bonsoir à tous. Alors, une question arrivée sur la page Facebook pour Guillaume Bailly. Quel avenir pour les jeunes agriculteurs en zone urbaine ? Eh bien, justement, en zone urbaine, on est en plein dans le sujet. Il y a une problématique aussi qui est liée en zone urbaine et périurbaine, c'est le foncier. Et le moyen de produire des produits agricoles, on va dire, en zone urbaine, périurbaine, c'est de concentrer les revenus et les valeurs ajoutées sur des plus petites surfaces. Donc ça passe par des produits type légumes, fruits, en vente directe, sur les marchés, voire les moyennes surfaces, éventuellement, ça peut fonctionner aussi. Donc voilà ce que je peux dire. On a une deuxième question d'un autre internaute. Oui, tout à fait. Seconde question, est-ce que l'agglomération byzantine est propice au développement agricole selon vous, y compris dans des quartiers dans lesquels il devait y avoir un contournement de longue date du côté de Chaillot? Quelqu'un veut répondre? Alors, moi, je vais apporter une réponse par rapport à cela. Ça fait partie, alors, on parle de Chaillot, effectivement. Je pense que l'agglomération du Grand Besançon Métropole est propice vraiment à cette agriculture urbaine, périurbaine. Et il y a de la place, comme vient de l'expliquer Guillaume, pour l'ensemble de ces productions sur des espaces fonciers plutôt réduits, de manière à pouvoir travailler plus facilement en direction avec le producteur. Mais moi, je voudrais venir sur un point majeur. Aujourd'hui, c'est le sujet des VET. C'est le sujet des VET. On le voit que c'est un sujet qui a balbutié depuis une quinzaine d'années, où on a opposé la population aux décisions politiques. Et nous, le projet que l'on porte dans le cadre de Besançon Maintenant et qu'on a défendu pendant cette période de mandature, donc des 6 années, c'est vraiment d'arrêter le projet des VET, de le revoir dans toute sa globalité, parce qu'on a un vrai projet d'envergure, c'est un vrai poumon vert. Les VET, c'est un vrai poumon vert, et donc il peut être propice au développement de cette agriculture urbaine ou périurbaine, avec un projet qu'on va appeler, nous, Terra Vesoncio. Terra Vesoncio, poumon vert, il nous faudra développer une ferme urbaine sur le secteur et travailler avec des maraîchers sur le secteur des VET. Et ça, c'est incontournable aujourd'hui pour nous. Cette agriculture urbaine, nous allons bien sûr le développer. Des espaces maraîchers, je viens de l'évoquer, mais aussi des parcours pédagogiques en lien avec les écoles pour que nos enfants puissent découvrir davantage cette filière courte et ces circuits courts et comment on cultive notre terre. Parce qu'on a un vrai savoir traditionnel ici, donc dans le Doubs et sur le territoire byzantin. Et puis, pourquoi pas, demain, développer aussi une ferme urbaine avec des animaux de la ferme, de manière à avoir des espaces ludiques aussi adaptés à l'ensemble de nos familles. Donc oui, les VET s'inscrivent vraiment dans cette dynamique-là. Et puis, il faudra réfléchir là où il y a du foncier, parce que la problématique que vient d'évoquer Guillaume Bailly, elle est aussi foncière, et il faudra aussi travailler à cela. Donc oui, on le comprend, c'est vraiment les VET, c'est un sujet central dans votre programme. C'est un sujet majeur qu'on porte et qu'on a porté pendant cette mandature, parce qu'on ne peut pas bétoniser. On ne peut pas bétoniser comme l'équipe sortante a voulu faire et en s'arc-boutant contre les habitants de ce secteur. Il faut travailler en étroite collaboration avec les habitants. Et puis derrière, si vous voulez, il faut qu'on ait un projet d'habitation, mais d'un projet d'habitation raisonné sur cet espace-là. On ne demande pas des grands bâtiments. Je crois que les habitants du secteur des VET ne demandent pas cela. Et l'équipe sortante est comptable de cette politique malmenée sur le secteur des VET. Oui, parce que j'en viens à ma prochaine question pour Guillaume Bailly. Comment on fait pour s'adapter au monde d'après dans vos métiers? Parce que c'est un peu ça aussi le monde d'après, c'est ces nouvelles problématiques qui arrivent.
Bien sûr, bien sûr. Donc, je dirais que pour s'adapter au monde d'après, en agriculture, il faudrait un peu revenir au monde d'avant. Hein, c'est un peu ce que je défends et ce que je dis, c'est-à-dire du bon sens, de la proximité et puis surtout du Made in France. Mais il y a une autre problématique aussi qu'on a pu voir émerger avec le confinement dans les secteurs de production agricole, c'est la problématique de la main-d'œuvre. Et je pense que les leçons à tirer aussi de cela, c'est qu'aujourd'hui, on est très dépendant de la main-d'œuvre étrangère. Donc il y a un vrai travail à faire en tant que responsable politique pour redonner envie et communiquer aussi afin qu'on puisse avoir de la main-d'œuvre, tout simplement. Une réaction, Ludovic Fagot, là-dessus? Oui, Guillaume l'a évoqué, hein, nous on n'est pas dans ce dogmatisme d'opposition entre les uns ou les autres. La transition écologique, une vie plus verte, c'est l'emploi, c'est l'économie, c'est du non délocalisable. Guillaume l'a évoqué, mais il y a aussi d'autres éléments qu'il faudra porter, que nous portons aussi dans le cadre du projet Besançon Maintenant. Il faut vraiment que cette nature revienne en ville, puisque la biodiversité doit être aujourd'hui un rempart contre les épidémies. Pourquoi pas, en densifiant nos espaces végétalisés dans différents secteurs de vie de Besançon. On l'a parlé avec la création d'îlots de fraîcheur par végétalisation, que ce soit dans nos cours d'école, que ce soit également, par exemple, pas très loin d'ici, place du marché, mais aussi végétaliser nos espaces publics, nos toits, par exemple, et puis développer des îlots de compostage, des poulaillers municipaux, et puis aussi des jardins municipaux, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est notre cuisine centrale. C'est notre cuisine centrale qui pourra demain travailler en étroite collaboration avec ce qui va être développé sur cette production locale, sur le secteur des vêtements. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un enjeu vraiment de consommation locale, de production locale, et on prendra notre part dans cette urgence climatique et dans cette urgence alimentaire qui vont bien ensemble tout naturellement. Mais j'aurais pu parler aussi des 30 000 arbres qui vont être plantés. Pourquoi 30 000 arbres? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, la forêt de Chaillu, c'est 300 000 arbres. Et si la ville de Besançon n'est pas en capacité de replanter au moins 10% de sa forêt sur le mandat à venir, c'est qu'elle a loupé une étape, en tout cas, de son développement. Et on est vraiment sur cette dynamique-là aujourd'hui avec l'ensemble des colistiers, avec l'équipe Besançon Maintenant. Je crois qu'on a une question d'un des internautes, Alexandra Fogli-Ournon. On vous écoute. Oui, tout à fait. Une question en privé sur Facebook d'un habitant des Vêtes pour Monsieur Fagot. Combien de temps prendra la remise en état du site ? Quel nouveau montant d'investissement dans ce quartier pour dédommager les gens qui ont tout perdu? Merci pour votre soutien de longue date aux habitants, en tout cas, l'opposition byzantine ayant été la seule à toujours aller contre ce projet inutile. Alors, il y a deux questions dans l'internaute, et je remercie vraiment aussi l'internaute de saluer la qualité du travail qui a été porté par l'ensemble de l'équipe d'opposition portée par Jacques Grosperrin pendant cette mandature, mais qui était aussi engagée auparavant par nos prédécesseurs. La question foncière et de l'indemnisation, je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, elle est quasiment derrière nous, puisque ça a été acté aujourd'hui depuis longue date. Nous, on l'a dit et on l'a redit, on ne veut pas bétonniser ou bétonner cet espace des Vêtes. Ça n'a pas sa vocation. C'est un espace naturel qu'il faudra préserver. Il faudra le travailler vraiment clairement avec l'ensemble des Byzantins et des habitants du secteur des Vêtes pour avoir un projet vraiment porteur et partagé sur cet espace. Quand je parle d'espace partagé, ce n'est pas anodin de pouvoir employer cela. Ça prendra certainement du temps. Il va falloir aussi vraiment prendre toutes les connaissances et tous les éléments du dossier, parce que c'est un dossier qui est vaste et un vaste chantier, mais je peux vous garantir que ce sera une action immédiate que l'on enclenchera, parce qu'on veut vraiment préserver cet espace incontournable que sont les Vêtes, parce que c'est ce poumon vert, on l'a toujours défendu de la sorte. Merci beaucoup Ludovic Fagot pour toutes ces précisions sur les Vêtes. Merci beaucoup Guillaume Bailly d'avoir été avec nous ce soir pour discuter avec nous. Tout de suite, on est avec Hubert Cusnier pour le grand format. Bonsoir, vous êtes avec nous ce soir pour nous parler d'optimisation énergétique des bâtiments. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est la volonté, bonsoir à tous, c'est la volonté bien évidemment de travailler sur l'immobilier, le bâti ancien, de parler aussi un petit peu d'immobilier neuf,
mais de s'attacher à comprendre que la planète se réchauffe à un rythme qu'on n'avait peut-être pas forcément anticipé par le passé, et qu'aujourd'hui, concrètement, il va falloir qu'on prenne conscience que l'habitation, qui reste le premier poste de dépense des ménages byzantins, doit être améliorée. Vous avez quelque chose à ajouter à cela, Ludovic Fagot ? Hubert, à nouveau, nous accompagne dans cette démarche au niveau de l'équipe de Besançon Maintenant, parce que, à l'image de Guillaume Bailly juste auparavant, il a cette expertise et cette connaissance du terrain en matière bâtimentaire, en matière d'urbanisme et en matière donc de rénovation et de réhabilitation énergétique, qui est un élément incontournable du pouvoir d'achat. Et indirectement, en fonctionnant de cette manière-là, on agit sur le pouvoir d'achat aussi des ménages, des Byzantines et des Byzantins. Donc vous voyez que c'est vraiment une cohérence et un projet global que l'on porte, et on aura vraiment ce plan de rénovation énergétique de l'habitat pour accompagner et soutenir les différents porteurs de projets, et in fine à destination donc, des Byzantines et des Byzantins, et donc des familles et encore une fois du pouvoir d'achat. Donc on l'a vu tout à l'heure, l'économie, le circuit court, les produits locaux, les espaces verts, le pouvoir d'achat des familles, c'est vraiment une cohérence. C'est vraiment une politique qui englobe justement tous ces différents points. Mais concrètement, qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que ça apporte en termes de confort ? Qu'est-ce que ça apporte en termes d'emploi ? Pour faire une petite parenthèse et aller dans le sens de ce que Guillaume développait tout à l'heure, déjà la rénovation énergétique en lien avec les bâtiments doit se faire sur l'existant en priorité. Aujourd'hui, il faut savoir que tous les appartements neufs, les immeubles neufs qui sont livrés à Besançon depuis déjà quelques années, et les prochains seront encore plus isolés, correspondent déjà à une satisfaction énergétique très confortable. Voilà. Par contre, sur le bâtiment ancien, en effet, il faut que nous nous attachions à aller plus loin, que nous aidions les locataires, copropriétaires, les bailleurs sociaux dans cette démarche pour pouvoir assurer à la fois une isolation, trouver tous les moyens qui sont déjà à notre disposition par l'intermédiaire d'aides existantes, et que nous stoppions l'étalement urbain et que nous puissions, sur une ville comme Besançon qui le permet, densifier, remettre de la population en cœur de ville. Voilà. C'est vraiment une opportunité. Et en plus, ça se fera de façon extrêmement locale, puisque les artisans, les entreprises qui interviendront sur la rénovation de ces bâtiments sont des entreprises franc-comtoises et byzantines. Voilà. Hubert Cusier, je crois qu'on a une petite question d'un internaute. Oui, tout à fait. Une question d'un chef d'entreprise sur Facebook. Le parc immobilier pour les entreprises est très vieux et mal conçu. Impossible de s'étendre à Besançon et de créer des emplois. Comment comptez-vous faire pour cela ? Avez-vous un projet d'aide à la rénovation de bâtiments pour les entreprises ? Alors, le bâtiment tertiaire, c'est un enjeu important pour une ville comme Besançon. Parce que comme vous avez pu le voir, il y a la volonté pour des chefs d'entreprise de s'installer à Besançon, mais dans des bâtiments qui se doivent d'être pareils, au respect des normes énergétiques, et qui doivent aussi prendre en compte des problématiques de logistique, la fibre, enfin tout ce qui va permettre justement aux employés qui viendront à Besançon dans ces nouvelles entreprises de travailler dans de bonnes conditions. Pour ce faire, la ville a déjà, en effet, certaines zones qui sont aménageables. Encore faut-il donner l'envie aux entreprises nationales, européennes, de venir à Besançon. Tout l'intérêt de cette démarche, et puis de répondre aussi à ce chef d'entreprise, c'est que cette volonté, elle doit être portée par un maire qui a justement envie de faire rayonner Besançon. Donc, mon intérêt pour Ludovic Fagot, pour son programme, va dans ce sens. Être dans une ville aussi agréable que Besançon et ne pas pouvoir avoir un maire qui va justement s'engager pour faire rayonner notre image au niveau national et européen, je trouve ça dommageable. Voilà.
Quelque chose à ajouter Ludovic Rago, là-dessus? Je remercie Hubert, en tout cas. Je remercie Hubert de son accompagnement et de l'expertise, encore une fois, qu'il apporte vraiment à ce dossier majeur qui englobe le développement donc d'une vie plus verte, d'une vie plus durable et qui prend sa part dans la transition énergétique, puisque Hubert en a parlé tout naturellement. Mais aussi, cette réhabilitation énergétique, c'est aussi de l'emploi. Hubert vient de l'évoquer, ce sont aussi nos entreprises qui demain vont pouvoir prendre aussi leur part. Et je crois qu'après cette crise sanitaire majeure, dans laquelle nous sommes encore un petit peu, puisqu'il faut quand même appeler à une certaine vigilance, on voit arriver cette crise économique, on voit arriver cette crise sociale, et par le biais de cette relance et de ce plan de rénovation énergétique, nous donnerons aussi du travail à nos entreprises, parce que je l'ai évoqué vendredi soir dernier, mais vous savez qu'il y a une loi du mois de décembre 2019 qui le permet aujourd'hui, où on peut sans forcément faire appel à une consultation, et ce qu'on appelle aujourd'hui des marchés simplifiés, et on peut donner des marchés donc, aux entreprises localement à hauteur de 40 000 € hors taxe ou 48 000 € TTC. Donc ça, c'est un vrai atout majeur. C'est des outils qu'on peut soulever et lever en direction de notre tissu local, et donc on le fera, mais comme je le disais tout à l'heure, d'équiper nos bâtiments et mobiliers urbains de récupérateurs d'eau dans nos écoles. Pourquoi ne pas travailler avec cela demain pour récupérer cette eau pluviale, des panneaux photovoltaïques, et aussi faire la chasse aux fuites, parce que c'est important de faire la chasse aux fuites d'eau et à cette économie d'énergie, et nos entreprises en tout cas auront un rôle majeur dans tout cela. Donc si je comprends bien, c'est une solution qui apporte de l'emploi, du confort à un coût raisonnable. Moi, ma question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé plus tôt? Parce que c'est une volonté, et cette volonté elle doit être portée par quelqu'un. Et concrètement, il est vrai que depuis 10 ans déjà, dans le cadre de l'entreprise dans laquelle je travaille, la volonté politique, elle est très importante pour les porteurs de projets. Vous avez en effet des professionnels qui veulent s'implanter, qui veulent investir dans telle ou telle ville en Franche-Comté, puisque c'est le territoire sur lequel je travaille. Sur Besançon, c'est plus complexe, en effet, de trouver à la fois les informations, le cahier des charges qui est imposé aux porteurs de projets à Besançon est très technique. Je ne dis pas qu'il n'est pas indispensable, mais l'objectif, lorsqu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui veut investir à Besançon, il faut qu'en face, on puisse lui apporter une solution qui soit la plus simple possible. Il faut arrêter de normer, il faut arrêter d'apporter de la règle sur la règle, puisqu'en fait, c'est la meilleure façon de décourager un porteur de projet. J'ai eu la chance de travailler sur d'autres communes de Franche-Comté, où j'ai vu en effet des maires qui avaient cette volonté d'accompagner les porteurs de projets, de les recevoir lorsque c'était possible, de leur simplifier les choses, parce que la priorité pour un porteur de projet, ce n'est peut-être pas que l'acquisition d'un foncier, ce n'est peut-être pas que la partie rénovation et recherche d'aide. La priorité peut-être pour un porteur de projet, c'est aussi d'aller chercher des clients, de trouver des salariés, etc. Voilà. Besançon mérite qu'on puisse donner à leurs habitants un habitat de qualité. Voilà. On bénéficie d'un habitat assez ancien à Besançon. Il va falloir absolument qu'on puisse accélérer un petit peu cette rénovation. Il va falloir que ça se fasse avec un maire qui est porteur justement de ces idées. Vous êtes porteur de ces idées, vous voulez simplifier la chose. On va y revenir juste après, parce que je crois qu'on a une petite question du côté de nos internautes. Oui, tout à fait, Ilyes. Question d'une internaute Facebook. Allez-vous poursuivre des dispositifs pour trouver des problématiques autour des fuites et de chaleur, par exemple? Trop d'appartements à Besançon sont de vrais gouffres énergétiques. Mettez-vous en place du matériel spécifique pour les habitants ou des chèques services en partenariat avec des pros locaux? C'est ce dont on discutait tout de suite. Hubert Cuisinier, je vous laisse répondre. Oui, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, il y a tellement de réponses à cette question qu'elle a le mérite, bien évidemment, d'être posée, mais cet internaute devrait déjà avoir la réponse. J'ai pris le temps de relister un petit peu toutes les aides qui sont à disposition des particuliers, principalement, pour pouvoir les accompagner dans la rénovation de leur logement. Le problème, c'est la connexion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre les aides qui sont déjà à disposition et le particulier qui est un petit peu perdu, on n'arrive pas à faire le lien.
Donc il va falloir une nouvelle fois simplifier les choses, mettre en place, pourquoi pas, un guichet unique, une ligne téléphonique avec un interlocuteur qui pourra tout de suite orienter la personne sur des chèques, sur des aides. La ville de Besançon a déjà entrepris cette démarche-là, mais si elle est trop complexe, elle n'atteindra pas le particulier, l'habitant bisontin. Donc vous êtes d'accord avec ça, Ludovic Fagot, simplifier la vie des Bisontins en fait. Ça fait partie d'un des éléments phares de notre programme, rendre la vie plus facile. Et les Bisontines et les Bisontins que l'on croise au quotidien trouvent parfois que c'est assez complexe. Hubert vient de l'évoquer. Et s'il n'y a pas l'interlocuteur au sein du service et des services pour pouvoir accompagner l'usager jusqu'au bout de sa démarche et l'orienter, je crois qu'on décourage, là cette fois-ci, ce n'est pas les investisseurs ou en tout cas les personnes qui viennent sur le territoire, mais c'est tout simplement les Bisontines et les Bisontins. Donc il faudra vraiment changer de paradigme. Et donc l'histoire du guichet unique, dont on parle régulièrement dans différents domaines, aura tout son sens, encore une fois, à ce moment-là. Et on aidera vraiment les usagers et les Bisontines et les Bisontins. Merci beaucoup Ludovic Fagot, merci beaucoup Hubert Cusier d'avoir été avec nous ce soir. Tout de suite, c'est l'heure de la revue des réseaux sociaux avec Alexandra Fogli-Ournon. Alors, la semaine dernière, nous avons lancé le hashtag Tous au resto pour soutenir la réouverture des bars et des restaurants de notre ville. Alors, ça a eu un certain succès avec plus de 50 partages, énormément d'interactions avec les Bisontins. L'idée derrière ce hashtag, c'est de partager sur les réseaux sociaux vos moments de convivialité retrouvés pour inciter tous les Bisontins à faire de même. Alors, pour autant, n'oubliez pas les recommandations de distanciation physique et le port du masque qui est recommandé lors de vos déplacements dans ces établissements. Alors, notre programme souhaite remettre de la vie dans la ville. J'ai eu envie de revenir sur les bonnes idées des commerçants et des restaurateurs à l'occasion du déconfinement, et ce partout dans le monde. Alors, on commence avec un restaurant d'Amsterdam repéré sur Twitter et Facebook. Alors, ce restaurant, il a aménagé sa terrasse au bord du canal avec de petites serres qui étaient d'habitude réservées à des projets artistiques puisque le restaurant est celui d'un centre culturel. Alors voilà, gros succès et un restaurant très instagrammable mais qui répond à une vraie problématique de distanciation physique. Alors, les bars et les médias français, quant à eux, ont inventé un nouveau concept, l'apéru. Alors, au point que le New York Times a carrément repris ce terme dans un article. Alors, si des débordements sont à déplorer à Paris, notamment au bord du canal Saint-Martin, avec des attroupements géants et pas de respect de cette distanciation physique, le concept permettait néanmoins aux bars de générer un peu de chiffre d'affaires avec de la vente à emporter, comme les restaurants. Présenté bien la semaine dernière ici sur ce plateau. Tout à fait, Ilyes. Alors, autre option pour soutenir vos bars préférés, participez à l'initiative J'aime mon bistrot. Alors, je l'ai trouvé sur Twitter. C'est une initiative qui a déjà collecté plus de 1,5 million d'euros avec plus de 26 000 participations. Donc initiative J'aime mon bistrot pour faire une avance de trésorerie, en fait s'engager à aller boire un verre dans son bar préféré, et j'ai repéré plus de 10 établissements bisontins qui étaient inscrits. On en pense quoi, ça, des établissements bisontins qui aujourd'hui sont sur ces pages-là? C'est intéressant, c'est une bonne chose peut-être pour la ville, pour le rayonnement. C'est une ouverture de notre ville et je crois que ça fait parler aussi de notre ville. Et chaque acteur et acteur ressource de notre territoire prend sa part. Donc bravo, bravo à ce développement, à ce rayonnement. Et la ville, en tout cas, s'en portera encore mieux. On part à Vilnius maintenant, c'est ça ? Oui, on part à Vilnius, en Lituanie, qui a fait le buzz en fait sur les réseaux sociaux en étant la première ville à communiquer sur le fait qu'elle voulait se transformer en une terrasse géante. La municipalité a imposé à la fois des règles de distanciation très strictes, 2 personnes par table maximum et 2 mètres entre chaque table, mais elle a instauré la gratuité de l'installation de ces terrasses. Et alors l'effet immédiat, ça a été plus de 150 demandes en une journée. Beau succès pour cette opération. Toujours à Vilnius, une opération originale de collaboration entre commerçants et restaurateurs cafetiers cette fois-ci.
des mannequins de vitrine ont été installés dans les bars, habillés avec des vêtements vendus dans les boutiques de prêt-à-porter voisines. Et alors ces mannequins étaient installés un siège sur deux ou à des tables de bars et de restaurants pour inciter les gens à respecter la distanciation physique et du coup faisaient la promotion de ces tenues. Alors, je ne sais pas si c'est pas un peu flippant, mais c'est une façon comme une autre de remettre de la vie dans la ville. Oui, c'est un peu flippant. Retour dans notre région avec un partenariat local qui sort de l'ordinaire. Un restaurant japonais de Dole a pu, pendant la période de confinement, vendre ses plats à emporter dans une grande surface. C'est un bel exemple, j'ai trouvé, de collaboration entre deux indépendants d'une même ville. Et ça vous a beaucoup plu aussi, avec plus de 37 partages sur Facebook sur la page de ce restaurant. Je terminerai avec une dernière initiative, on en a parlé tout à l'heure, le Made in France. Alors il y a un collectif qui s'est monté qui s'appelle Made in France et il fédère actuellement une vingtaine de boutiques pour mettre en avant à la fois la production et la consommation locale. Alors j'ai eu envie de reprendre ce slogan des chambres de commerce dans les années 90, « Nos emplettes sont nos emplois », ça me semble plus que jamais d'actualité. Alors je n'ai pas encore trouvé de boutique adhérente à ce collectif Made in France à Besançon, mais j'avais envie de vous signaler que si vous ne les connaissez pas, il y a énormément de boutiques d'artisans, créateurs au centre-ville de Besançon, donc ne les oubliez pas quand vous irez faire votre prochaine sortie shopping. Et on les salue, bien évidemment. Allez, tout de suite, merci beaucoup, Alexandra Fogli-Ournon pour toutes ces informations. Tout de suite, on démarre l'interview de la semaine. Christophe Mignot, bonsoir. Bonsoir Elias. Alors vous êtes cofondateur du pôle des micro-techniques et aussi du réseau Entreprendre en Franche-Comté, c'est ça? Alors oui, ça commence à remonter déjà un petit peu puisque je pense que le pôle des micro-techniques a été fondé en 2004. Donc effectivement, j'en étais un des fondateurs parmi d'autres entreprises avec aussi l'université et les pouvoirs publics. Moi j'avais une petite question pour démarrer ensemble ce temps de discussion. En quoi est-ce que le projet porté par la liste Besançon maintenant d'autoroutes cyclables est original et différent? Alors, je pense que ce qui est intéressant dans ce projet, d'un point de vue politique, c'est que justement, il n'y a pas de dogme derrière. C'est-à-dire qu'on veut faire quelque chose de pragmatique. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire, voilà, vous allez à vélo, c'est bien, vous allez en voiture, c'est pas bien. C'est-à-dire qu'on est dans une logique qui dit, effectivement, il y a peut-être besoin d'un peu plus d'égalité entre les différents modes de transport que sont l'automobile, le vélo et les piétons, parce qu'il ne faut pas oublier aussi les piétons dans l'histoire. Mais là où certains nous disent égalité, 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 ils nous font des schémas où ils nous montrent, voilà, regardez en rouge la part de l'automobile et en bleu la part des vélos, et vous apercevez qu'il n'y a pas de part de vélo. Puis après, quand vous réfléchissez, c'est vrai que sur le moment ça choque, puis après quand vous réfléchissez, vous voyez qu'en fait on est en train de vous vendre le moindre parking comme un espace pour les voitures où les vélos seraient interdits, donc c'est un petit peu tendancieux. Ah bon. Donc soit on a besoin d'un petit peu plus d'égalité, je pense que tout le monde en conviendra, entre les vélos, les voitures, etc. Mais moi je vais vous dire quelque chose quand même de révolutionnaire. Un concept tout à fait révolutionnaire, c'est égalité, fraternité. C'est liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'égalité, il y a aussi la liberté dans la France, qui fait la France, et il y a aussi la fraternité. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont très importants, c'est aussi la convivialité entre les différents modes de transport, c'est-à-dire c'est le respect mutuel. Et puis, il y a aussi la liberté des gens de prendre le mode de transport qui correspond à leur mode de vie, qui correspond à leur situation familiale, qui correspond à leur situation de handicap, qui correspond à tout un tas de choses. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est sortir du dogme qui consisterait à dire qu'il faut chasser la voiture. Alors, je vais vous donner un exemple de quelque chose qui m'est insupportable. Quand on a aménagé l'avenue de la Paix, les gens de la municipalité actuelle, je ne citerai pas de nom, mais se sont gargarisés d'avoir supprimé des voies pour les voitures en vue donc de pénaliser la circulation des voitures et d'avoir donné ces voies aux cyclistes. Donc ça veut dire qu'on a mis des cyclistes, avenue de la Paix, c'est-à-dire la grande avenue qui va entre la gare et la place Leclerc, la tristement célèbre place Leclerc,
On y reviendra tout à l'heure oui, sur la place Leclerc, je pense. On a mis... Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur la place Leclerc. Je pourrais vous en parler une demi-heure. Voilà, mais c'est pas vraiment mon sujet. Alors, donc, on a enlevé des voies donc, pour les voitures donc, de cette avenue de la Paix et on les a données aux vélos. Et donc, on est content parce qu'on a mis les vélos au milieu des voitures. Donc, c'était quoi le but finalement? Est-ce que le but, c'était de rendre service aux cyclistes avec un meilleur service? Ben non, parce que si le but c'était ça, on aurait mis les cyclistes au milieu des arbres, dans les glacis ou de l'autre côté, puisque vous savez que la faculté de botanique, enfin le parc botanique donc est en partance. Donc il y avait tout à fait la place. Et d'ailleurs, il y a largement de quoi faire une très belle piste cyclable entre la gare et le pont de la Giblotte. On en reparlera aussi éventuellement. Donc en fait, alors, si je comprends bien, c'est que vous pensez qu'aujourd'hui, on trace juste des lignes blanches. Là, on pourrait vraiment créer autre chose. Non, ça c'est un autre problème. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on est en train de se servir des cyclistes comme bouclier humain pour faire reculer les voitures. Et c'est pas comme ça qu'on rend service aux cyclistes. On les met juste en danger. Et moi, je suis contre cette approche dogmatique. Alors, ce que je dis, c'est peut-être qu'il y a des endroits qui sont compliqués où, effectivement, il faut partager l'espace. Mais avant de partager l'espace, avant de faire de la culpabilisation des automobilistes, ça me paraît important déjà d'aller exploiter les espaces qui sont libres, sur lesquels on peut aller mettre des cyclistes ouverts pour qu'ils n'aient pas le nez dans les pots d'échappement. Et donc, le projet que l'on porte donc avec l'équipe de Besançon maintenant, et notamment avec ce projet autoroute cyclable, ça consiste déjà à dire il existe un certain nombre d'itinéraires qui sont tout à fait possibles à Besançon. Alors on a parlé d'un grand contournement cyclable de Besançon, je vous expliquerai si vous voulez pourquoi. Mais l'idée principale, c'est de dire, avant d'aller culpabiliser les uns ou les autres, commençons par regarder ce qu'on a fait en termes d'urbanisme qui était mauvais. C'est-à-dire, commençons à nous culpabiliser nous-mêmes, les pouvoirs publics. C'est-à-dire, si nous, on est élus, notre responsabilité, c'est de faire quelque chose qui rende un service. Ce n'est pas de dépenser des millions et puis après d'afficher des kilomètres de pistes cyclables qui sont en fait des cul-de-sac, comme celui que vous avez emprunté l'autre jour quand vous avez fait votre essai. J'allais justement dans la zone industrielle de Trépillot, entre deux trémies à béton. J'allais justement y venir, Ludovic Fagot, sur cette voie cyclable. Vous aviez pris cette voie cyclable en vélo. J'étais présent, j'ai fait cette vidéo et on s'est rendu compte de l'incohérence qu'il y avait à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Alors déjà, on voit l'énergie de Christophe et puis sa passion qu'il a par rapport à ce dossier, à ce projet qui est un projet d'envergure pour l'équipe Besançon maintenant et pour le territoire bisontin. Effectivement, vous pouvez le voir sur notre page Facebook de l'équipe de Besançon maintenant, où nous sommes partis de Thémis, pour se dire allez, on va sur la zone de Trépillot. Et puis, en partant de la zone de Thémis, c'est vrai qu'on emprunte un bout de voie verte, donc très bien, pas de souci particulier. Mais à un moment donné, vous arrivez, vous êtes sur un trottoir, vous ne savez plus dans quel sens il faut prendre le trottoir. Ensuite, vous avez de la bande cyclable qui n'est pas sécurisée non plus, sur laquelle on a pu voir qu'un camion était stationné, vous étiez là, oui. Un camion était stationné, donc on a pris aussi des risques derrière. Mais si c'est une famille, c'est exactement la même chose. Et ensuite, chemin faisant, vous vous retrouvez vers le rond-point, donc au bas de la clinique Saint-Vincent, rond-point donc, qui est assez dangereux. On ne sait pas dans quel sens il faut le prendre. On a voulu aller tout droit en direction de la zone de Trépillot, puis en fin de compte, on s'est retrouvé dans un cul-de-sac. Il a fallu faire demi-tour parce qu'en plus, il y a une signalétique qui est un petit peu mal positionnée. Donc, on a refait le retour du rond-point des Tilleroy pour passer cette fois-ci en bas de la clinique Saint-Vincent pour reprendre un bout de voie verte et arriver sur la zone de Trépillot dans un cul-de-sac. Et donc, ce que Christophe mal garé, je me souviens. Oui, ce que Christophe nous démontre, et parce qu'il a travaillé ardemment sur le sujet, c'est qu'il y a des incohérences avec des espaces et du foncier qui peut être réhabilité pour de la voie verte, en toute sécurité pour les cyclistes. Mais je pense qu'il faut qu'on ait aussi une vision plus perspective et prospective, parce que demain, on aura peut-être d'autres moyens de locomotion que le vélo à assistance électrique ou que le vélo qui pourront prendre ces espaces-là. Et il faut qu'on ait cette ambition pour Besançon. J'ai une petite question, je crois, du côté des réseaux sociaux. Alexandra Fogli-Ronon, on vous écoute. Oui, Ilyes, une réaction Facebook. La Corona-piste est arrêtée selon les médias. Quel retour d'expérience faites-vous de cet aménagement apparemment peu satisfaisant ? Alors, pour cette Corona-piste, je ne connaissais pas le terme. Ludovic Fagot ? Alors, la Corona-piste, ouais, c'est assez drôle, mais en fin de compte, ça ne l'est pas.
Ça ne l'est pas parce que ça montre aussi une philosophie de certains élus en place qui, comme l'a dit Christophe très justement, par dogmatisme, sans échange et sans concertation, ont voulu créer, allant du quartier, donc du secteur de vie de l'Amitié, jusque sur le haut de la rue de Vesoul, donc en condamnant donc 2 voies pour les automobiles, pour les réserver aux cyclistes et également au transport en commun, donc au bus. Ce qui a été un fiasco, on le voit, ce qui a été aussi un contexte très dangereux et accidentogène potentiel. Pour avoir rencontré les différents commerçants, notamment du secteur de Montrapon, ils ont trouvé complètement aberrant que l'on puisse mettre cela en place. Et puis, ils ont trouvé le côté dangereux, et je crois que les statistiques nous montrent qu'il y avait très peu. Mais moi, ce qui me choque, si vous voulez, dans tout cela, c'est le côté dogmatique et idéologique, sans concertation avec les habitants du secteur. Mais c'est quand j'entends la candidate avec laquelle on est en duel dans cette élection donc, du second tour, Anne Vigneault, pour la citer, qui expose hier dans un échange donc sur un Facebook Live en disant si on est élu, on recommencera car on est têtu. Mais moi, je refuse, tout comme Christophe, cette idéologie. Et puis, encore une chose, nous ne sommes pas là, oui au multimodal, mais non à cette opposition que l'on peut faire et à la culpabilisation que l'on peut faire entre les automobilistes, les cyclistes, les piétons, non à cela. Et quand je reprends une de ces phrases disant que la voiture est une forme de représentation morale de la réussite, mais on ne peut pas être dans ces éléments-là. Et moi, je le dis, je ne serai pas le maire d'un clan, je ne serai pas le maire d'un parti, je ne serai pas le maire d'une idéologie. On sera au service des Bisontines et des Bisontins. Et quand Christophe Mignot parlait tout à l'heure de service rendu à la population, je crois que là, ce n'était pas un service que l'on rendait. En tout cas, merci, monsieur le maire, d'avoir aussi été attentif à ce que j'ai pu demander dernièrement au conseil municipal, à ne pas faire que cette idéologie dans l'entre-deux tours soit mis en avant. Et on peut se questionner parfois sur le mélange des genres entre le travail porté par les services et la récupération dans le cadre d'une élection municipale. Moi, je vais revenir sur les autoroutes cyclables. Mais juste avant, on a une question sur les réseaux sociaux. Alexandra Foglirono, on vous écoute. Oui, une deuxième réaction. Allez-vous proposer d'autres services que les vélos urbains de co, des trottinettes par exemple? Oui, c'est une vraie question, ça, sur les trottinettes. Qui veut répondre, Ludovic? Alors, sur les modalités, donc le multimodal, l'électrique, bien sûr, aura sa place. Je crois qu'il faut avoir aussi une prudence et une vigilance quand on voit ce qui s'est passé sur d'autres espaces, comme par exemple à Paris, où vous avez après une réglementation qui n'était pas toujours respectée et qui mettait en danger cette fois-ci les piétons et avoir ces trottinettes un petit peu jonchées n'importe comment sur le trottoir. Je pense qu'il faudra qu'on ait une vraie réflexion. Mais oui, au multimodal, nous avons aussi de l'innovation à Besançon. Le vélo à assistance électrique, il y en a de nombreuses entreprises qui travaillent dessus ici. Il va falloir qu'on le développe. Il va falloir qu'on développe aussi donc, cet espace dont on parlait tout à l'heure, voie verte. Aujourd'hui, les voies, Christophe, tu as peut-être plus la largeur d'une voie verte que moi, c'est 2,50 m à peu près sur une voie verte. Mais il faudra demain peut-être prévoir un élargissement aussi de ces espaces parce qu'il y aura peut-être d'autres moyens de mobilité sur ce point. Donc, je ne suis pas contre l'usage de la trottinette électrique. En tout cas, mais il va falloir que ce soit bien réglementé et bien canalisé pour ne pas tomber dans ce qu'on a pu voir et les travers des autres collectivités. Oui, je me permettrai d'ajouter, indépendamment de la mobilité urbaine, qu'on a aussi dans notre programme quelque chose qui touche au cyclisme, c'est le fait de ne plus tourner le dos à l'Eurovéloroute 6 et de faire une capacité d'accueil. On a prévu dans le cadre du projet Port Citadelle une capacité d'accueil du cyclisme parce qu'on est parmi les rares communes qui ont la chance d'être sur une infrastructure de niveau européen et on ne s'en sert pas, on n'en fait pas un atout. Et donc, si on veut que les gens viennent à Besançon à vélo, il faut prévoir des capacités d'accueil, il faut prévoir des capacités de sécurisation des vélos, puis après, leur permettre de rester, par exemple, une journée et de visiter Besançon. Et ça aussi, ça fait partie de notre programme. Et j'ai une vraie question. Comment vous avez eu l'idée, vous, avec toute la liste, pour pouvoir justement créer ce projet d'autoroute cyclable, de liaison aussi avec l'Eurovéloroute? Alors, l'Eurovéloroute, il n'y a pas besoin d'avoir l'idée, elle existe. En fait, la trame du projet, c'est une réflexion qui est née finalement avec le projet Port Citadelle, qui est né, comme vous le savez, en 2014.
C'était d'abord une réflexion globale sur le sens de l'investissement public. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est que finalement, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits, et vous parliez tout à l'heure d'un morceau de piste cyclable, enfin un morceau de voie verte qui se termine en cul-de-sac de la zone industrielle, et on a constaté qu'il y a dans tout l'investissement de Besançon beaucoup de choses qui ressemblent à des pointillés. C'est-à-dire qu'on dépense de l'argent, comme diraient certains, un pognon de dingue, et au bout du compte, le service rendu, alors que ça soit le cycliste ou que ça soit un autre citoyen, finalement est assez faible. Donc, et aussi, on fait et on défait. C'est-à-dire on va creuser, on rebouche, on recreuse, on change d'avis, etc. On fait un autopont comme l'autopont de Coligny. 20 ans après, c'est pas amorti un pont en 20 ans. On le démolit pour faire passer le tramway. Voilà. Donc c'est un peu ce manque de vision d'ensemble. Alors comment est-ce qu'on construit une vision d'ensemble ? C'est peut-être un peu la réflexion. Déjà, il faut prendre racine. Il faut vivre avec son terrain, c'est-à-dire il faut avoir quand même un minimum de conscience de la géologie sur laquelle on est. Moi, quand je vois un urbanisme qui fait passer, par exemple, les égouts par des endroits où il faut les faire remonter alors qu'on avait un talweg qui était exploitable, c'est-à-dire un fond de vallée, j'ai envie de dire, déjà dans l'urbanisme, on va commencer par considérer la géologie et la topographie avant toute chose. Donc si jamais il y a un fond de vallée, et par exemple, on en a un qui est fantastique, c'est les Prés de Vaux, où il y a des choses à faire. Mais si on a un fond de vallée, un fond de combe, etc., la première chose qu'on doit faire, c'est réserver cet espace pour passer des réseaux, à commencer par les réseaux d'eau usée. Si on a une crête, ce qu'on peut faire aussi, c'est réserver cette crête pour faire passer des chemins de randonnée. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait passer les réseaux, une fois qu'on a fait passer ce dont on a besoin pour relier les choses, après, on peut laisser les espaces qui sont moins significatifs au niveau topologique pour l'immobilier. Et ce n'est pas du tout, par exemple, ce qu'on est en train de faire dans l'immeuble qu'on est en train de construire, donc au carrefour entre l'avenue Charles de Gaulle et la rue du Polygone, qui est une aberration. Moi, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de le dynamiter. Parce que, non, peut-être pas. On n'est pas des intégristes, mais ce que je veux dire, c'est que si vous regardez la carte, vous vous rendez compte que cet immeuble, c'est vraiment une hérésie. Parce que vous avez une bande de terrain qui est complètement libre maintenant grâce aux démolitions qui ont eu lieu devant l'immeuble des 408, entre d'un côté la boucle du Doubs et de l'autre côté la Malcombe. Et donc on peut faire de cet espace, on pouvait faire plein de choses. On pouvait faire un parc à vélo qui était directement sur une gare de tram. On pouvait faire passer justement nos autoroutes cyclables qui permettaient de relier toute la boucle du Doubs qui est cyclable avec un réseau un peu plus extérieur. Voilà. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a commencé par mettre les immeubles. Alors après, on va venir nous faire de la culpabilisation des automobilistes parce qu'il n'y a plus de place pour les vélos. Et ben voilà, c'est ça la vision. C'est avoir une vision, c'est commencer par mettre d'abord les grosses choses avant de mettre les petites si on veut que ça fonctionne. On va avoir une vision d'ensemble. Ludovic Fagot, vous vouliez réagir là-dessus ? La philosophie des autoroutes cyclables vient vraiment aussi de, si les internautes connaissent la ville de Strasbourg, de ce qui se passe à Strasbourg. Strasbourg, en fin de compte, vous avez un grand cercle qui entoure la ville, et vous avez un cercle intérieur. Et entre ces deux cercles, eh bien, des liens ont pu être créés de manière à ne pas venir culpabiliser les automobilistes. Et Christophe Mignot nous a beaucoup aidé sur ce sujet-là, en regardant très finement, et on s'aperçoit qu'il y a du foncier appartenant à la mairie, il y a du foncier appartenant à l'armée, il y a du foncier appartenant parfois à la SNCF avec des anciennes voies de chemin de fer qui peuvent être utilisées pour finaliser cet anneau qui fait le tour de Besançon et qui va relier les communes de Grand Besançon Métropole, et en même temps, en intérieur et intramuros à Besançon, relier cet anneau intérieur qui fait quasiment le tour de la boucle. Donc on est vraiment sur cette dynamique-là. Et puis, comme le disait très justement Christophe, ce sont aussi les aménagements. Aujourd'hui, il nous faut aussi des aménagements pour pouvoir permettre aux cyclistes de venir tout naturellement en ville pour pouvoir stationner leur vélo, qu'il soit à assistance électrique ou pas. Vous avez un VAE aujourd'hui, vous ne savez pas forcément, un vélo à assistance électrique, vous ne savez pas forcément où le stationner. Et donc, il nous faudra des abris, des arceaux avec des bornes de recharge pour pouvoir le développer. Et ça, c'est du développement durable, sans dogmatisme, sans opposition vélo et puis automobiliste, où chacun vraiment a sa place. Et nous, on est vraiment dans cette dynamique-là et dans cet objectif-là. Et un élément dont Christophe parlait tout à l'heure, la place Leclerc. La place Leclerc. On a construit la place Leclerc pour faire en sorte que les voitures ne viennent pas. Et je cite, parce que j'ai participé, je l'avais demandé au conseil municipal, à un groupe de travail mobilité en date du 27 novembre 2018, où un élu en place
responsable donc, des mobilités, nous dit l'objectif de la place Leclerc, c'était de ne pas fluidifier les voitures. Donc voilà, on était dans ce dogmatisme-là, dans cette opposition, et je crois qu'aujourd'hui, les Bisontins ne veulent plus de cela. Il faut qu'on travaille avec eux, avec du bon sens, et c'est comme ça que la liste de Besançon maintenant est construite. Et donc fluidifier, c'est fluidifier les mobilités en globalité des Bisontins, en fait, si je comprends bien. Et laisser cette liberté. Demain, si vous voulez prendre le transport en commun, vous pouvez prendre le transport en commun. Si vous voulez prendre le tram, vous pouvez prendre le tram. Mais aujourd'hui, le tram, il est là, on va faire avec. Mais regardez le nombre de liaisons bus qui ont été enlevées desservant les secteurs de vie périphériques au centre-ville. Quand vous habitez le Point du Jour, c'est très compliqué aujourd'hui de prendre le tram parce que vous avez en plus moins de liaisons bus. Quand vous habitez Place Risler, donc du côté de Saint-Ferjeux, c'est très compliqué de prendre le tram. En plus, on vous a enlevé des liaisons bus qui passaient donc, au niveau de la Place Risler. Donc il va falloir réparer ces anomalies et travailler sur le bon sens. Et Christophe a vraiment cette dynamique pour porter cela. Je me permets de vous couper, Christophe Mignot. On a juste une question d'un internaute, Alexandra Fogli-Ournon, on vous écoute. Oui, Lies, une question Facebook. Allez-vous prolonger le tram jusqu'à Château-Farine ? Écoutez, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Je crois qu'aujourd'hui, la ville a beaucoup souffert, les commerçants ont beaucoup souffert de cela. C'est peut-être aujourd'hui une débarration qui n'a pas été pensée dans ce sens jusqu'à Château-Farine. Néanmoins, ce n'est pas dans nos projets actuels. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a un coût. Et au regard de la crise sanitaire qui vient de se passer, je crois qu'il faudra qu'on soit raisonnable avec l'ensemble des grands projets. On va revenir sur le projet d'autoroute cyclable. Je vais revenir sur le fait en quoi ce projet il est efficace pour les mobilités des Bisontins et des Bisontines, Christophe Mignot. Alors, déjà, en termes de fluidité, je voudrais revenir sur la fluidité. Je pense que le système social, le système économique, c'est comme un corps humain, c'est-à-dire que si vous interdisez la circulation sanguine, il va finir par mourir. Et je voudrais quand même revenir sur cette expérience qui a été faite sur le boulevard. Donc, à aucun moment, on s'est demandé, quand on a projeté ce fantasme de dogme de faire adhérer les Bisontins à un système où d'un seul coup, on remplacerait des pistes, des voies pour les voitures par des pistes cyclables, on s'est posé la question de savoir qui allait dessus, pourquoi, et si les gens qui allaient dessus, ils n'étaient pas en train de transporter une machine à laver ou du plâtre pour aller travailler. Et donc, globalement, je pense qu'on doit apporter une solution qui va aider la fluidité. Alors, on sait très bien, ça a été dit hier dans un débat concurrent, que plus on va augmenter les capacités d'accueil des voitures, plus on risque de développer le trafic automobile. Et donc, notre propos, ce n'est pas de développer le trafic automobile. Notre propos, ce n'est pas non plus de faire la guerre aux voitures. Notre propos, c'est de dire, avant d'organiser la guerre entre des automobilistes et d'aller projeter des cyclistes pour faire entrave aux automobilistes, commençons déjà par organiser une fluidité globale. Alors c'est une fluidité qui concerne pas la circulation automobile seule, c'est une fluidité qui concerne l'ensemble des mobilités. Et nous, ce qu'on veut faire avec ce projet, et je vais vous expliquer aussi pourquoi ça s'appelle autoroute cyclable. Ce qu'on veut faire avec ce projet, c'est proposer des choses nouvelles par l'aspect positif. C'est-à-dire qu'on ne veut pas y aller par la répression. C'est-à-dire qu'on veut effectivement qu'il y ait plus de gens qui utilisent leur vélo, mais on veut le faire en proposant des choses qui sont attractives. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous avez du mal aujourd'hui à prendre votre vélo pour aller, par exemple, de la boucle du Doubs à l'hôpital Jean Mingeot. Moi, j'ai fait des observations sur le terrain, j'ai fait des observations sur Google Maps. Aujourd'hui, je peux vous garantir qu'à 98%, je suis capable de vous tracer un parcours qui va de la Malatte jusqu'à Château-Farine, en passant par la gare de la Mouillère, par la gare Viotte, par la place Leclerc, par la zone industrielle de Thiroye et de Trépillot, où il y a beaucoup de monde qui travaille, ensuite par l'hôpital Jean Mingeot, qui arrive jusqu'à Château-Farine, entièrement en site propre. Donc, pour vous, c'est une question de volonté. Mais réellement. C'est une question déjà de vision. C'est-à-dire que si vous avez un maire qui s'en fiche, a fortiori qui n'est pas cycliste lui-même, donc qui ne voit pas le problème, vous n'allez jamais la trouver, la solution. A fortiori si vous ne vous posez pas la bonne question. Donc effectivement, quand vous dites, bon sang, comment est-ce que je pourrais faire pour faire une liaison
donc cyclables en site propre, où les cyclistes ne soient pas dans les pots d'échappement, où ils aient envie d'y aller et où ça soit rapide. Donc la première chose, c'est de dire, on va commencer par utiliser ce qui est disponible. Donc effectivement, on l'a dit tout à l'heure, on va utiliser les voies ferrées désaffectées, on va utiliser les merlons. C'est important, les merlons. Il y en a le long du contournement. Alors c'est quoi un merlon? C'est juste un mur anti-bruit en forme de triangle, mais on peut faire une piste cyclable en utilisant les lignes de niveau, etc. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, mais il y a plein de solutions. Mais on ne veut pas les voir. Alors on va commencer déjà par mettre les solutions sur la table. Voilà. Et donc à partir de là, on va créer donc des nouvelles possibilités de fluidité, des nouvelles circulations qui ne vont pas entraver les circulations existantes. Alors ça, c'est positif non seulement pour le vélo, parce qu'on va avoir des cyclistes qui vont être sur un site propre, qui vont être au calme, qui vont être en sécurité, qui vont être sans voiture. Et c'est là que je reviens avec le concept d'autoroute cyclable, parce qu'on m'a dit, non, mais ce que vous proposez, c'est des voies vertes, ce n'est pas des autoroutes cyclables. Dans la mesure du possible, quand il n'y a pas de riverains et qu'il n'y a pas d'intérêt pour les piétons, c'est aussi des portions où il n'y ait que des vélos. C'est-à-dire que ce n'est pas des voies vertes, c'est vraiment des véloroutes, si vous voulez, ou des voies qui seraient réservées aux vélos pour que les gens trouvent un intérêt et se disent à un moment donné, tiens, je vais plus vite pour aller au travail à vélo que si je prends ma voiture. Vous en pensez quoi, ça, sans répression? Je peux que souscrire puisqu'on l'a travaillé collectivement et c'est vrai que ce projet d'autoroute cyclable est un projet majeur au même titre que les VET qu'on a pu aborder tout à l'heure, où la rénovation et la réhabilitation énergétique des bâtiments, ça s'inscrit vraiment dans un projet global. Nous avons aussi d'autres éléments apporter, puisqu'on a fait un parangonnage, on a regardé un petit peu ce qui se passait autour de nous, en France, mais aussi à l'étranger. On voudrait aussi expérimenter donc, ces circulations autorégulées. Ça existe du côté de Philadelphie, aux États-Unis. Ça existe aussi à Drachten, dans une petite ville de 50 000 habitants, donc des Pays-Bas, où en fait il n'y a pas de feu tricolore. Et simplement, dans le cadre de l'aménagement urbain, vous pouvez avoir donc un flux autorégulé. Vous évitez les bouchons. Vous baissez donc l'accidentologie et vous baissez aussi les émissions de gaz à effet de serre. Et tout cela, ce sont des éléments majeurs que l'on souhaite porter, mais aussi dans le cadre de la réhabilitation de nos dessertes bus, il nous faudra faire en sorte que nos bus s'arrêtent à l'extérieur donc, de la boucle et qu'à l'intérieur de la boucle, nous ayons ces lignes donc, bus en navette électrique qui puissent être installées. Et ça fait partie aussi des projets majeurs. Et un élément sur lequel moi je me suis toujours battu et mobilisé, ce sont les bouchons, dont la ville et les agents, les élus actuels sont comptables de ça, dont les élus actuels sont comptables de cela. Candidats, c'est la citation que vous nous disiez tout à l'heure. En plus aujourd'hui. Et il nous manque, parce qu'on a étudié vraiment le dossier, il nous manque un poste stratégique qui s'appelle un traficien. C'est-à-dire c'est cette personne qui est en capacité de vous réguler les feux aujourd'hui tricolores pour éviter les bouchons au regard donc, des heures de pointe, etc. Et ce traficien qui nous manque, il nous faudra l'installer parce que ce n'est plus concevable aujourd'hui qu'on perde autant de temps dans les bouchons. Donc vous voyez, la circulation, toute sa globalité, le projet d'autoroute cyclable, c'est vraiment quelque chose de très cohérent. J'ai juste une question du côté des réseaux sociaux. Alexandra Fogli-Ournon, on vous écoute. Oui, Ilyes, alors une question et ensuite un commentaire Facebook intéressant. Question Facebook de Michel. Le nom autoroute cyclable est compliqué à comprendre car autoroute est égal à péage. Ne pourrait-on pas appeler ça autrement ? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Christophe. Alors, oui, bien sûr. C'est un terme qu'on commence à voir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi on appelle ça autoroute. Évidemment, ça n'a pas rapport à l'automobile. Ça a rapport au fait que le but ultime, si on peut, et partout où on peut, c'est d'avoir un système où on n'a ni autre circulation qui vient se mélanger. C'est-à-dire comme quand vous êtes sur une autoroute, où il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de piéton. C'est dédié à la voiture. Et l'autre élément important, ce n'est pas d'intersection aussi. C'est-à-dire que dans l'idéal, il faut diminuer le nombre de croisements. Parce qu'il y a des itinéraires à Besançon, mais c'est des itinéraires qui sont sans arrêt en train de croiser alors, des rues, vous avez des feux, vous avez tout un tas de choses. Et si vous voulez qu'effectivement les gens trouvent un intérêt en termes de temps de parcours à prendre des parcours cyclables, il faut qu'on puisse aller vite. Et donc c'est ça aussi l'idée. Donc quand on a le bord du Doubs, c'est très bien le bord du Doubs, on ne pourra pas faire autrement que de passer par le bord du Doubs pour faire ce grand contournement de Besançon. Quand vous êtes à vélo le week-end, que tout le monde se promène, c'est très difficile d'avancer. Donc ça, ce n'est pas une solution pour aller au travail. Par contre, quand vous êtes en zone industrielle, comme la zone industrielle de Trépillot, que vous apercevez qu'actuellement la voie verte, elle vient mourir
au milieu de la zone de Thierois et qu'il n'y a pas de liaison entre la zone donc, de Thierois et la suite du contournement, alors que ce contournement est quand même récent. Quand vous voyez qu'il y a une voie ferrée désaffectée à côté, qui passe en zone industrielle, cette voie, elle est disponible pour en faire une piste cyclable. Il n'y a pas de revendication des piétons pour aller là. Il n'y a pas d'habitat, il n'y a rien. Donc ça, typiquement, pour moi, c'est une future autoroute cyclable. Voilà. Donc la volonté, c'est justement gagner en vitesse, perdre ces intersections uniquement pour les vélos. Voilà, en étant raisonnable, parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas faire entièrement le tour de Besançon avec une autoroute cyclable. Donc le terme d'autoroute cyclable, c'est dire, voilà, si on peut aller jusque-là, on va aller jusque-là. Mais le but, ça reste quand même la continuité. C'est-à-dire que je pense que là, on n'a que 6 ans. Et rien on à voir a avec une la mandature globalité payante de Ah ben non, il n'y a pas d'aspect payant. Mais on a encore une question. Je suis désolé, je suis désolé de vous couper. On a encore une question d'un internaute, Alexandra Fogliorno. On vous écoute. Oui, alors plutôt un commentaire que je trouvais intéressant. Victorien Dufay, merci à vous de penser à tout le monde, car je ne vois pas comment je pourrais me déplacer pour aller travailler sans ma voiture, étant en fauteuil roulant. Le transport adapté est saturé et le transport en commun n'est pas encore adapté à 100%. Voilà. Fago, je vous laisse répondre. Un témoignage poignant. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette opposition, dans ce dogmatisme, encore une fois, et je crois que c'est un témoignage qui reflète notre philosophie. Et on a encore une question du côté des réseaux sociaux. Oui, question de David, habitant Place Leclerc, sur les embouteillages. Les applications comme Google Maps ou Waze nous envoient sur des itinéraires bis pour délester les rues encombrées. Hélas, la Place Leclerc est quasiment incontournable. Que comptez-vous faire pour améliorer la circulation? Envisagez-vous un système Smart City avec capteurs et intelligence artificielle? Enfin, moi, je voudrais faire une remarque. Qui voulait répondre? Oui, je voudrais faire une remarque préliminaire sur la Place Leclerc. On a dépensé une fortune pour entièrement remodeler donc la rue, ça s'appelle l'avenue Léo-Lagrange, donc entre le pont de la Giblotte et le stade. On a dépensé une fortune pour refaire le pont de la Giblotte. Tout ça pour faire la Liane 3 en site propre, parce que c'était un dogme qu'elle devait passer en site propre. Mais cette Liane 3, elle vient d'où? Elle vient de la Place Leclerc. Ça veut dire qu'on a dépensé une fortune pour complètement massacrer une avenue, parce qu'aujourd'hui, il faut bien reconnaître que ça ne ressemble plus à rien. On ne voit même plus où il faut passer. Tout ça pour finalement avoir un bus qui est censé être un moyen de transport rapide en site propre, qui passe Place Leclerc, alors que ce bus, il y avait tout simplement moyen de le faire passer sans création de nouveaux ponts, sous le pont de Montrapon, derrière la faculté de biologie. Et donc, la base, avant de dépenser des millions, c'est déjà d'essayer d'utiliser les espaces propres. C'est-à-dire que les trajets, les liaisons qui existent, on peut mettre des vélos dessus, on peut mettre des bus, avant d'aller massacrer des rues pour faire reculer les voitures. Un petit mot sur la Place Leclerc? Non, je pense que sur la Place Leclerc, je pense que j'ai dit les éléments. Il y avait une philosophie qui était installée de faire en sorte qu'il n'y ait plus de flux de voitures. Et par rapport à ce que vient de dire l'internaute, un jour, moi, je me suis retrouvé dans un bouchon entre la rue Xavier Marmier et l'avenue Clémenceau, parce que toute la rue du Bougnier était complètement saturée de voitures, parce que les problèmes, c'est que les automobilistes aujourd'hui prennent des chemins de détour pour éviter la Place Leclerc. Donc c'est une aberration totale. En tout cas, merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, Christophe Mignot. Avant de vous quitter, dernière question d'un de nos internautes, Alexandra Fogliornon. Alors, en fait, c'est plutôt un message de l'équipe Besançon Maintenant. On voulait saluer la mobilisation autour de Léonard, dont nous avons parlé sur notre page Facebook. Léonard, c'est un jeune de Planoise qui nettoie bénévolement les abords du fort de Planoise, donc. Et il cherche un emploi. Et suite à notre post, plusieurs employeurs nous ont contactés. Et il devrait avoir des entretiens dans les jours à venir. Donc, c'est une belle histoire qui nous touche. Et on espère vous donner des nouvelles, peut-être la prochaine émission. Évidemment, on vous donnera des nouvelles dans cette émission. Ludovic Fago, ça vous fait plaisir d'entendre ce genre de nouvelles? Oui, bravo. En tout cas, on peut que saluer et encourager ce genre d'initiative citoyenne. Et je crois que c'est le bon sens qui l'emporte. Merci beaucoup, Christophe Mignot, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Ilyes. Merci à nos auditeurs. Je laisse le mot de la fin pour vous, Ludovic Fago. Vous vouliez conclure sur cette thématique?
sur la thématique d'une vie plus durable et d'une vie plus verte, je crois que nous croyons ici beaucoup à Besançon et avec la liste de Besançon maintenant à un modèle qui s'appuie sur le savoir-faire traditionnel, sur ces nouvelles technologies. Et l'internaute juste avant parlait de smart territoire, ça on le porte aussi pour avoir ces feux dits intelligents. Et puis sur la relocalisation donc, de nos productions et bien sûr le secteur des vêtements qui sera un élément incontournable. Ce sont des emplois, Guillaume Bailly en a parlé tout à l'heure, mais nos autoroutes cyclables, réorienter ce projet des vêtements avec ce grand projet Terra Vézancio, et puis nos îlots de fraîcheur, le partenariat public-privé, parce qu'on aurait pu aussi en parler, ce partenariat public-privé avec ces cellules commerciales qui sont vides aujourd'hui, et on pourrait très bien relancer aussi des locaux éphémères sur du circuit court. Je crois que ça fait partie de notre projet, de notre ADN, et donc nous sommes audacieux. Et pour conclure, nous ne sommes pas vraiment dans cette écologie punitive. L'écologie ne fait pas partie, n'est pas un parti politique, et donc nous nous emparons de cette démarche parce que nous avons une entrée pragmatique et cohérente pour le territoire, et je pense qu'on l'a démontré avec les différents axes de notre projet Besançon maintenant. Merci beaucoup Ludovic Fagot pour ces mots. On remercie aussi Hubert Cusdier d'avoir été avec nous tout à l'heure. On remercie Guillaume Bailly. On remercie Aline Beaulieu de nous avoir accueillis lors de cette interview, évidemment. On vous remercie aussi Christophe Mignot. Je vous rappelle que c'est Alexandra. Et Alexandra, j'allais oublier Alexandra, excusez-moi. Alexandra Fogli-Gourdon, je suis désolé. Je vous rappelle que notre émission est disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Elle est également en replay sur Facebook ainsi que sur notre Twitter. Vous pouvez continuer à réagir avec nous grâce au hashtag BMTV2020. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.